Vendredi 22 septembre 2023, Morandini Live numéro 1281. Bonjour et bienvenue en direct. À la une, cette école très chic du 7e arrondissement de Paris qui est occupée par des migrants. On part en direct sur place avec les images de Marie Blanchard. Il n'y a pour l'instant qu'une vingtaine de migrants à l'intérieur. Mais que va-t-il se passer dans les prochains jours? C'est toute la question. C'est l'association Terre d'Asile qui a organisé cette arrivée. Et ces migrants affirment comme toujours être mineurs. Ils sont en attente des résultats des tests osseux pour savoir s'ils vont être autorisés ou pas à rester sur place. Mais Rachida Dati, la maire, demande l'évacuation de cette école car il n'y a pas de sanitaire et la sécurité n'est pas assurée. On sera donc sur place en direct dans un instant. Et justement, les migrants, ce sera l'un des thèmes essentiels de la visite du pape François à Marseille, une visite historique qui débute cet après-midi. Et si le pape a choisi de venir précisément à Marseille, c'est parce que le sujet des migrants est d'actualité. TF1 hier soir. Son tout premier voyage officiel était sur l'île de Lampedusa en 2013. Marseille est une de ces périphéries, c'est-à-dire que c'est à la fois européen et méditerranéen, c'est à la fois le nord et le sud, c'est à la fois la porte de l'Orient et la porte de l'Occident. Et puis c'est une ville qui est constituée de strates successives, de personnes qui ont émigré jusque par ici. Marseille se retrouve donc sous haute sécurité avec des milliers de policiers dans les rues car en plus de cette visite papale, se déroule une partie de la Coupe du Monde de rugby dans la cité phocéenne. Sur place, France 2 hier soir. À l'extérieur du stade, cet étrange fusil sera braqué vers le ciel pour intercepter d'éventuels drones malveillants. Quand la valise sonne, on voit uniquement où est positionné le drone et où est positionné le télépilote. On procédera à la neutralisation du drone, donc par brouillage. Coupe du monde de rugby, puis visite du pape en seulement 3 jours. Un défi immense pour les forces de l'ordre. Jusqu'à 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés, avec l'appui d'1 millier d'agents de sécurité, du jamais vu à Marseille. Dans l'actualité également, ce rebondissement dans l'affaire Palmade, puisqu'on a appris hier les résultats de plusieurs expertises. La première indique que le bébé qui était porté par la femme enceinte est décédé avant sa naissance. Deuxième élément, Pierre Palmade serait seul responsable de l'accident. En clair, il n'y a pas eu de défaillance technique dans la voiture qu'il conduisait. BFM. Avec ce rapport d'experts, les charges visant le comédien pour homicide involontaire pourraient être abandonnées, car la justice considère qu'un fœtus n'est pas un être vivant. L'enfant, s'il avait respiré 1 seconde, aurait été qualifié juridiquement de personne humaine. Cette seconde-là, par hypothèse, aurait permis de retenir l'homicide involontaire. Tel n'est pas le cas au sens des conclusions. Et il pourrait y avoir une contre-expertise de demander. Et justement, en marge de cette affaire, France 3 a diffusé hier soir à 22h30 un doc sur le chemsex, ces nuits où on consomme non-stop de la drogue pour améliorer ses performances sexuelles. C'est à une de ces soirées qu'aurait participé Pierre Palmade avant l'accident. Des personnes qui pratiquent le chemsex racontent. La substance, si tu veux, ça te désinhibe. Donc, tes complexes sont plus trop là. Contrairement à l'alcool où tu as besoin de boire quelques verres, si tu prends en fait du G, de la 3, ça va très vite, quoi. Au bout de 15 minutes, tu es dans l'ambiance. Tu oses, quoi. Donc ce qu'on va te proposer, tu vas y aller. Ça génère aussi en fait des relations sexuelles qui sont beaucoup plus hard, beaucoup plus dures, des pratiques qui sont plus violentes, quoi. Globalement, on sent moins certaines douleurs, donc on peut aller plus loin aussi. On vit dans un porno, vraiment, on est dans une performance sans y penser, quoi. 15 et 13 ans de prison pour les agresseurs du chauffeur de bus Philippe Monguillot. Le verdict est tombé cette nuit et pour sa femme, c'est un coup dur. Elle espérait des sanctions plus lourdes. France Info ce matin. À la sortie de l'audience, Véronique Monguillot est sonnée. Elle ne comprend pas le verdict de la cour d'assises de Pau. 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour les 2 accusés qui ont mortellement frappé son mari. On a réclamé depuis le début une justice exemplaire. On ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Donc pour moi, c'est quand même assez désolant. Bien qu'il soit condamné, voilà, mais qu'il pourrisse en prison. Je suis désolée. La veuve de la victime espérait 30 ans de prison, soit la peine maximale encourue pour les faits de violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage, n'importe quoi. Mon époux, c'est fini, il est entre 4 planches.
TF1 est retourné hier soir dans le quartier Pisevin à Nîmes pour savoir comment la situation avait évolué après les drames du mois dernier et malgré les promesses du gouvernement, il semble que les choses aient empiré. Aujourd'hui, les anciens points de deal semblent abandonnés. Les dealers se seraient déplacés plus bas dans le quartier. Les gens, ils ont peur. On ne peut pas sortir comme ça dans la rue sans avoir la peur, comme le petit, de prendre une balle sur la route, tout simplement. Pour Alain Lorjas, président du comité de quartier, la situation s'est même dégradée. Le 10 septembre dernier, une autre fusillade a eu lieu ici, en plein jour cette fois. Et puis dans l'actualité média, je voulais vous montrer ce très vif échange entre Éric Nolot et la journaliste Myriam Palomba dans l'émission Bistro Liberté sur YouTube. Éric Morillo a organisé ce face-à-face. À un moment, on a bien cru que les choses allaient vraiment mal tourner entre eux. Parfois, vous savez, c'est pas... Vous allez me dire que je suis idiote. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Je dis parfois, c'est pas l'émetteur le problème, c'est le récepteur. Oui, bien sûr. Et parfois, c'est le récepteur. C'est comme les non-vaccinés ne doivent pas avoir les mêmes droits que les autres. Bon, allez, les amis, allez, on parce que... Non, on est arrivé à la fin, là. Je crois, oui. Je vais vous demander à tous, si vous... Oui, voyez, hein. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de Macron, alors? Moi, je suis pas comme vous, je lui lèche pas le derrière de matin, midi et soir. Voilà, bon, écoutez, alors on va terminer avec Stop. Il y a un scud là pour répondre. Il y a un scud. Non, il faut expliquer. Expliquez-moi, dites-moi. Non, je vous dis, c'est tout. Comme vous nous lancez des choses. C'est quoi là? Vous avez une attitude. Non, je voulais que je me tourne vers vous. Non, mais parce que là, je sens que c'est on va faire un concours de testostérone. Ah, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, chers amis, moi, les caricatures, je les ai. Non, mais voilà. En quoi je suis macroniste matin, midi et soir? Bah, excusez-moi, pendant la crise sanitaire, vous l'avez été énormément. Point barre. Et on ne me fera pas des morts de ça, je suis désolée. Et vous avez fait énormément de mal à beaucoup de gens. Voilà, bonne ambiance. Les tops et les flops d'audience d'hier soir, c'est avec Mister Audience. Alias Kevin, va-t'en. En accès, c'est un succès pour le 19-20 de France 3, réalisé entièrement en local, qui avec 2 800 000 téléspectateurs arrive en tête, battant ainsi N'oubliez pas les paroles de Nagui sur France 2. C'est plus compliqué pour le feuilleton de TF1 Demain nous appartient, qui est relégué à la 3e place. C'est à vous sur France 5, repasse sous le million. À 20h, les talk-shows ont beaucoup souffert du rugby sur France 2. TPMP arrive en tête à 1,3 million sur C8, suivi de Quotidien sur TMC. Sur France 5, C'est à vous la suite est en difficulté et battu par l'émission de France 3 consacrée aux Jeux Olympiques, aux Jeux citoyens. En prime, France 2 a littéralement pulvérisé toutes les autres chaînes. Ce sont plus de 9 300 000 téléspectateurs qui ont assisté à la victoire historique de la France face à la Namibie, 96-0. Très loin derrière, TF1 est deuxième avec le film Le Diable s'habille en Prada, suivi de près par le téléfilm de France 3, Amour à mort. Sur M6, Cauchemar en cuisine et Sous le million. Mister Audience vous dit à lundi. Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi. André Berkoff, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être là, éditorialiste à Sud Radio. Madi Saïdi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, conseiller en communication d'influence. Jean-Christophe Gallien, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques. Et puis Gamal Abina, bonjour également. Bonjour. Cofondateur du mouvement des droits civiques. Tout à l'heure, on parlera de la visite du pape à Marseille. On sait que c'est un élément important. On sera d'ailleurs avec le père Simon de Violet qui sera avec nous pour nous expliquer l'importance de cette visite, les enjeux et comment le pape va également se positionner sur le sujet des migrants, parce qu'on l'attend vraiment sur ce dossier. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce qui se passe à Paris, dans le très chic 7e arrondissement de Paris. On va y aller tout de suite en direct avec cette image de Marie Blanchard. Vous voyez cette école du 7e arrondissement de Paris, une école qui est occupée par une vingtaine de migrants. Ils ne sont qu'une vingtaine pour l'instant. C'est l'association Terre d'Asile qui a organisé cette arrivée. Et ces migrants affirment, comme toujours, être mineurs. Ils sont en attente des résultats des tests osseux pour savoir s'ils vont être autorisés ou pas à rester sur place. La maire Rachida Dati demande l'évacuation de cette école car elle estime qu'il n'y a pas de sanitaire et la sécurité n'est pas assurée. Juste avant de retrouver Marie Blanchard en direct sur place, regardez le reportage des équipes de CNews. On pourrait penser se trouver devant une école maternelle dans les beaux quartiers parisiens. Mais en réalité, cette école délaissée depuis des années permet aujourd'hui d'héberger une vingtaine de migrants. Face à ce nouveau voisinage, les riverains sont sceptiques. Une école, c'est la vie. Là, c'est de la survie pour les migrants, c'est pas pareil. Survie et vie, c'est pas la même chose. Oui, moi ça me dérange pas. À partir du moment où on les gère, c'est ça le problème. Parce que ces pauvres mecs, ils arrivent ici,
Ils s'attendent à quelque chose et ils n'ont rien du tout. Accueillis depuis mardi dernier par l'association Terre d'Asile, sur les injonctions de la mairie de Paris, ces migrants, censés être des mineurs, sont en attente de passer des tests pour savoir où ils vont être dispatchés. Oui, en tout cas, on est là, on nous donne de manger, on dort bien. Et qu'est-ce que vous espérez ici en France? Ici, une bonne formation. Informée au dernier moment, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, a tenu à alerter la secrétaire générale de la ville sur les conditions de sécurité de cet accueil. Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas. Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un accueil de public, de jour comme de nuit. Rachida Dati demande également l'évacuation de cette école au plus vite. Alors, on est devant cette école, hein, vous le voyez avec ces images en direct. Marie Blanchard est sur place. Les choses semblent très calmes. Marie, bonjour, vous êtes sur place. Vous êtes avec Bilal Denman. Les choses semblent très calmes sur place. Visiblement, il n'y a pas d'agitation. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors je vous confirme, c'est très calme, mais je pense que la pluie qui tombe depuis que nous sommes arrivés fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de passages dans cette petite rue de Verneuil dans le 7e arrondissement. On est devant l'école depuis tout à l'heure et à part quelques passants potentiellement riverains qui traversent et qui ont le pas très rapide, personne à l'horizon dans cette petite rue. Vous avez essayé de rentrer dans cette école, Marie ? Oui, on a essayé. Il y a un interphone qui est juste sur la gauche de la porte. On a sonné. Il y a une personne qui nous a répondu. On a attendu 5 petites minutes et c'est un agent de sécurité qui est venu à notre rencontre et qui nous a dit que nous n'avions pas d'autorisation d'accès à cette école et qu'il n'y avait personne de l'association et personne des migrants présents dans cette école qui ne pouvait parler, qui n'avait l'autorisation de nous parler. Très bien, merci beaucoup Marion. On reste sur vos images, André Berkoff. C'est vrai qu'on a le sentiment d'un renouvellement en permanence finalement de ce type de situation. Là en plus on est dans le 7e arrondissement, c'est une association Terre d'Asile qui a ramené ces mineurs sur place. Comment on se sort de tout ça ? On ne s'en sort pas. Le problème, c'est même pas renouvellement, c'est-à-dire c'est une politique, une association. Vous savez, on avait vu ça dans d'autres... Bien sûr, c'est pour ça. Oui. Vous avez suivi. C'est vraiment un problème, et d'ailleurs c'est lié à la problème du pape, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est l'hypocrisie, tout ça. De part et d'autre. Ceux qui crient à la libanisation et que c'est l'invasion, et ceux qui crient mais non, il faut accueillir. L'hypocrisie est totale, si vous voulez, on en reparlera avec l'histoire du pape. Ouais. Mais l'histoire... Vous savez, il y a eu des gens qui sont allés à Lampedusa. D'ailleurs, ce serait... On en reparlera tout à l'heure. Mais restons juste sur cette école. En France, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, avec ces gens-là ? Parce que là, aujourd'hui, on a entendu ce qu'a dit Rachida Dati, ils sont dans une école où il n'y a même pas de sanitaire. C'est-à-dire que même eux ont une vie qui n'est pas une vie acceptable. De quel droit l'association Terre d'Asile amène des gens dans une école ? De quel droit ils font ça, alors qu'il n'y a ni communauté ni rien, uniquement par une raison politique, idéologique ? D'accord ? À partir de ce moment-là, attendez, où il y a les moyens de les accueillir bien, c'est un autre problème. Et où là, c'est uniquement idéologique. On les amène là, on crée la chose, les médias arrivent, la discussion continue, et encore, et on revient toujours au même schéma et au même point. Et visiblement, la mairie de Paris a promis à Rachida Dati qu'il y aurait une évacuation dans les heures. Mais il paraît que la mairie de Paris avait accepté au départ. Oui. Gamal Amina, une situation comme celle-là, elle est invivable pour eux également, parce que, encore une fois, vivre sans sanitaire dans un endroit comme ça fermé, ils se retrouvent enfermés derrière des portes. C'est pas vivable non plus. Le problème de Rachida Dati, c'est qu'elle est un petit peu légère dans son argumentation. Une école sans WC, ça n'existe pas. C'est l'eau. Parce que c'est une école qui était fermée, là, qui était désaffectée. C'est l'eau. Je pense que les toilettes ont été... c'est l'eau, tout simplement, les lots qui n'arrivent pas. Voilà. Mais ça, c'est une question qui se pose pendant ces termes. Non. Elle utilise la question sanitaire pour pas dire autre chose. La vraie question qui se pose, c'est comment faire pour que cet afflux massif qui commence à arriver d'Afrique, et qui n'est que le début, il faut arrêter de rêver, soit géré intelligemment, soit trouver des conditions objectives pour que ça s'améliore en Afrique, et ça c'est un vrai travail de tous les États, ou soit simplement faire en sorte qu'on accueille les migrants s'ils doivent arriver dans des conditions qui soient normalisées, non pas dans des squats comme c'est le cas actuellement, parce que là ça crée des tensions. Évidemment dans le 16e arrondissement c'est encore plus tendu pour certaines personnes, mais la problématique elle est là. C'est pas ces 20 migrants qui vont poser problème, c'est les millions qui vont arriver derrière. Madi Saïdi. Et puis je trouve que ça en dit long aussi sur le respect qu'ont les associations pour ces gens-là. Est-ce qu'elles vivraient dans ces conditions-là ? Et je trouve qu'il y a trop d'associations. Et moi, j'ai été sur le terrain voir ces migrants. Je suis allée les voir. Et je trouve que quelque part, les associations, souvent, elles se servent de ces gens-là. Elles se moquent d'elles. C'est de la com ?
C'est de la com. C'est pas de la com, c'est de l'idéologie politique. C'est un problème politique. Et je trouve que c'est scandaleux. Moi, j'ai été une fois, et ça c'était à Saint-Ouen, je me souviens, ils avaient squatté un lieu qui s'appelle Main d'œuvre. Mais ils faisaient rien pour ces gens-là. Vous les voyez arriver l'après-midi, ils dansaient, parce qu'évidemment, quand on vient d'Afrique, on sait que danser avec des tam-tams. Donc c'est ça, mais c'est ça, c'est terrible. C'était ça, ils venaient manger. Ils venaient manger du mafé. Les gars n'avaient même pas de quoi bouffer. Ils leur disaient, tu peux me faire demain du mafé ou du tiep. Ils se foutent de leur tronche. C'est tout simplement. C'est les barrières de toilettes. La brioche. Et je précise, on me dit également qu'il n'y a pas de douche non plus à l'intérieur. Il y a absolument rien. On est dans un rapport de force idéologique avec des gens qui ont envie, si vous voulez, qui ont d'autres motivations que le bien commun. C'est-à-dire ce que vous disiez. D'un côté de l'autre de la Méditerranée, soyons clairs, il y a des efforts, il y a un travail à faire, évidemment, à la fois de sécurisation, des deux côtés, d'investissement parfois, ainsi de suite. Il y a un rapport de force aussi qui existe, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on peut faire des choses des deux côtés. À un moment donné, on est face à un enjeu qui est celui, oui, il y a des gens qui militent, alors ils le font à Lampedusa, ils le font en Méditerranée, c'est-à-dire qu'ils facilitent l'accès, ils facilitent les flux. Et ici, ils continuent à faciliter en utilisant des lieux publics, où on t'entend effectivement... C'est un combat politique qu'on peut, d'ailleurs, accepter, c'est-à-dire que c'est une idéologie sur laquelle on peut soit se battre, contre laquelle on peut se battre, soit on peut dire c'est comme ça. Et au milieu, il y a quand même une Méditerranée, il y a quand même des enjeux sur lesquels on doit pouvoir faire autre chose, simplement que de dire... Une fois qu'ils sont ici humainement, est-ce qu'on est capable de le faire? On n'est déjà plus capable de le faire. On le voit, je ne parle même pas d'économie. Dans cette école. Exactement. Et de l'autre côté, effectivement, malheureusement pour le continent africain, il y a des choses qui vont très bien. C'est un moment qui est très fort pour l'Afrique. Et en même temps, reste le Soudan, reste la Libye, reste des endroits effectivement où tout est déstabilisé. Donc forcément, c'est compliqué sur un continent de gérer les choses de la même manière. Donc au milieu, il y a la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait nous pour faire barrage à un moment donné? Parce qu'à un moment donné, c'est aussi du barrage. C'est pas simplement se rendre moins attractif. C'est pas simplement être capable humainement de recevoir des gens qui de toute manière arriveront, mais c'est aussi, et c'est pas simplement d'aider les pays africains qui sont déjà pour autant en partie en train de gagner la bataille du développement, entre guillemets, en grande partie en train de la gagner, il faut être positif là-dessus, et tant mieux pour nous, mais entre l'arc du vieillissement dans lequel nous sommes et celui de la jeunesse dans lequel ils sont, il y a un monde et des lieux qui sont des rapports de force. Mais ce qu'il y a, c'est que là on est un peu après, c'est-à-dire que là ils sont là pour l'instant. Voilà. Et comment on fait? Ils sont arrivés, donc on ne sait pas trop quoi faire. La journaliste qui a fait l'enquête sur place me dit qu'ils ont pour consigne de ne pas sortir, mais ils se promènent dans les rues adjacentes pour ne pas attirer l'attention sur l'école. Et à l'intérieur, il y a 2 personnes de France Terre d'Asile, a priori, dans cette école, qui sont là pour organiser tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, en fait? C'est ça le problème. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Parce que là, on est à peu près à 25. Il y en aura un Ils sont à peu près à 25. La dernière fois qu'on a vu ça dans une école, et on était allé également à Paris, on avait fait une émission là-bas, ils savaient commencer à 25, 30, 40, 50. Au fur et à mesure, ça fait des appels d'air. Donc, m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y en aura d'autres, c'est incontestable, il y en aura d'autres. Supprimer les subventions de France Terre d'Asile quand elle fait ça. C'est-à-dire que le problème pour vous, c'est l'association? Non, l'association, c'est juste un lien de transmission, il faut être très honnête. Si c'est pas un lien de transmission, c'est un agent de transmission. Moi, je connais l'ex-président de France Terre d'Asile, il n'y a pas ce discours-là, je vous assure. La problématique qui se pose, là, vous dites ça va mieux en Afrique, je ne suis pas d'accord. Non, mais juste restons sur les non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Oui, justement, on va arriver au bout. Le flux dont on parle est un flux qui est la conséquence, parce que ce n'est pas des Maghrébins, là, ce sont des Africains qui viennent de pays en guerre. Ce n'est pas des pays seulement qui sont en difficulté. Vous n'en savez rien, et moi non plus. Alors, je rien. Juste par information. Simplement, très court, le Soudan est en guerre, la Somalie est en guerre, il y a une guerre. Vous avez vu Lampedusa? Excusez-moi, il faut parler quand même. Il y a des gens qui sont allés à Lampedusa. Ni vous ni moi, on est allés à Lampedusa. Eux, ils sont allés. Eh bien, 80% des gens leur ont dit, parce que là-bas ils parlent, ils ne sont pas emprisonnés par France Terre d'Asile et les autres, il y a 80% de migrants économiques. Et c'est normal. C'est normal. Moi j'ai des infos sur cela au fur et à mesure, parce qu'on est en liaison avec la journaliste de CNews qui a fait l'enquête, donc qui vous écoute et qui donne des informations au fur et à mesure. Elle nous dit qu'ils viennent quasiment tous de Guinée. Voilà. C'est un pays en guerre. Vous savez, moi ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent du Cameroun, ils viennent du Guinée, ils viennent du Soudan. Et ils sont passés par Lampedusa. Ils viennent du Soudan, ils viennent de Somalie. Non mais je donne l'info au fur et à mesure. Il n'y a pas de guerre en Guinée. Oui, Soudan, Somalie. Il faut se rappeler quand même. Eux, c'est Guinée. Vous savez, je donne juste un chiffre comme ça. La Libye recevait sur son territoire dignement, il travaillait 1 million de subsahariens. C'est-à-dire que la Libye amenait sur son territoire des gens qui étaient fixés là-bas. Et ils avaient besoin de ces travailleurs. C'est un pays qui n'avait pas beaucoup d'habitants. 5 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on a fait avec la Libye? On l'a détruit. On est d'accord. Et simplement, aujourd'hui, on est obligé d'en payer les conséquences. Bravo les politiques. Et c'est 25. Alors, on va dire gamin pour l'instant.
l'instant, parce qu'a priori, ils sont mineurs. Donc, eux disent qu'ils sont mineurs, mais on sait que bien que bon, voilà, c'est dans leur rôle. C'est pas toujours le cas. C'est les associations qui leur demandent de dire qu'ils sont mineurs. C'est d'ailleurs rarement le cas. Voilà, parce que c'est plus simple. Mais qu'est-ce qu'on fait avec eux, Maïdi? Bah écoutez, je ne saurais même pas vous dire ce qu'on fait. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'on fait. Ils sont là, donc il faut les accueillir. On les accueille en tout cas de manière temporaire. On regarde si on peut les garder, c'est un grand mot, je ne sais pas si on pourra les garder, mais au moins leur donner à boire et à manger, leur donner des soins. Ça c'est pour ceux qui seront mineurs, visiblement, d'après ce qu'on a vu. Ils sont majeurs, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était pas question, il y en a beaucoup qui ne sont pas majeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait, pardon? Il y en a certains qui semblent même avoir une trentaine d'années. Chez eux. Vous voyez, qui disent on les faire retourner. Que l'État français prenne ses responsabilités, qu'il les retourne chez eux à un moment. On les renvoie en Guinée. Ah ben oui, il faut les retourner en Guinée. En Guinée, il n'y a pas de condition que c'est Guinée. Je pense qu'il n'y a pas 50 manières. C'est-à-dire, soit vous acceptez, et à partir du moment où ils restent, on fait le choix de les amener ici. Vous créez les conditions d'une cotation d'acceptabilité. Et ça, c'est comme ça que ça se passe sur le marché de la migration. Il y a des pays qui aujourd'hui sont attractifs, donc ils ne le sont pas. Et il y a une cotation avec un certain nombre d'éléments dans lesquels on peut aller. Donc ça veut dire que soit vous êtes dans cette situation, vous acceptez humainement tout ce que vous voulez économiquement, à ce moment-là, ça veut dire que ça continuera, effectivement. Et si vous acceptez pas, c'est-à-dire qu'il faut montrer des choses. Il faut montrer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le faire savoir et le montrer. Ramener en Guinée si c'est en Guinée, ramener je ne sais où, c'est en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Après, là, c'est plus compliqué, là, vous avez raison. Là où c'est plus compliqué, c'est Soudan. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais là, c'est Guinée. Non, mais attendez, ramener en Guinée. Comment on les ramène en Guinée? Très facilement par d'autres pays. Demandez aux Britanniques, André, il y avait le roi qui était là, et il est toujours là d'ailleurs, il les ramène. Il passe par le Rwanda. Ou l'Australie et compagnie. Eh bien, justement, on arrive juste à un truc. Il y a une volonté politique ou pas? Elle est là ou pas? Or, on voit très très bien que, en tout cas, si on concerne que la France, il n'y a aucune volonté politique. On parle. J'adore quand Darmanin dit cette chose extraordinaire. On n'acceptera pas de gens de Lampedusa. Ils sont là. Arrête de raconter des conneries. Je veux dire, à un moment donné, c'est politique, au moins qu'ils nous disent la vérité. Moi, je veux dire, on accueille. C'est pas le problème. Donc on les accueille. Là, c'est 25 migrants. Écoutez, le problème n'est pas les 25 migrants. Non, mais c'est le début. Quelle est la politique? Mais demain, il y aura 100, vous l'avez dit très bien, 100, 1000, 1 million, etc. On veut bien. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Quelle est notre politique? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique. Mais Gamal, qu'est-ce que vous dites, vous? Vous dites on les accueille ou on les renvoie chez eux? On ne peut pas les renvoyer chez eux parce qu'ils ne vont jamais partir chez eux parce qu'ils ne donnent pas leurs papiers, ils n'ont pas de papiers. Donc on ne sait pas d'où ils viennent. C'est la première problématique. J'ai lu un livre très bien écrit justement qui parlait des migrants de Barbès. C'est la même problématique des jeunes dont on ne sait pas d'où ils viennent. La police marocaine vient pour en récupérer quelques-uns parce qu'ils réussissent plus ou moins à les reconnaître. Mais quelle différence y a-t-il entre un Marocain, un Algérien et un Tunisien? On ne sait pas. Donc on est coincé. Non, mais on est coincé. Ils ont mis les pieds sur le sol français. Je pense que c'est comme dans ces images, ils occupent une école, ils sont là. Vous savez, si vous avez une hémorragie et que vous avez une leucémie par exemple, est-ce que c'est l'hémorragie le problème ou la leucémie? Le problème, c'est la leucémie. On a quoi? On a des pays africains qui ont été durablement détruits, pour la plupart d'entre eux, d'autres qui sont appelés par un appel d'air extraordinaire qui a été fait en 75 d'ailleurs, il faut se rappeler, avec les boat people. C'est ça qui a donné ce sentiment aux Africains. On sait bien qu'on est au début de cette on a reçu, tous les gens sérieux. Oui, mais on a reçu massivement. Ça n'a même pas commencé. Oui, mais en 70, on a reçu massivement des Asiatiques et des Africains, et donc cette idée de la France est restée séduisante, sauf que ça a changé. Maintenant, les Africains viennent en France comme base de lancement pour aller en Angleterre, pour aller ailleurs. Ils ne veulent pas rester en France. Ça dépend. Tous nos journalistes qui étaient à Lampedusa nous ont dit ils sont francophones et ils veulent rester en France parce qu'en plus c'est la langue et ils veulent rester là. Et puis les aides les régimes sociaux en France, faut en parler un peu. Alors on va faire une pause. Je suis désolé, on doit faire le CNews Info. On fait une pause et puis ensuite on va continuer à en parler parce que on va voir ce qui se passe à Vintimille. On est allé avec nos équipes à Vintimille. Vous allez voir. Je remercie Marie et Bilal qui étaient devant cette école qui est occupée. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Eux, ils rentrent dans l'école, ils en prennent possession. Nous, on n'a pas le droit de rentrer. Enfin, c'est les propriétaires. Cette association, comme toujours, ils deviennent propriétaires de cette école. Ils nous interdisent de rentrer. Il faut dire aux journalistes que vous envoyez de CNews, on est de France Terre d'Asile. Allez, le CNews Info, il est 11h, ça va y aller à midi. Visite historique du pape à Marseille. Le Saint-Père est attendu dans l'après-midi et ce pour 2 jours. Un déplacement consacré à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife veut faire de sa venue une tribune pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. L'écologie au cœur de la dernière étape de la visite d'État de Charles III en France. Le roi d'Angleterre est attendu à Bordeaux, sur d'anciennes terres anglaises, où il rencontrera le maire écolo Pierre Urmic avant de visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio.
Et puis une crise des mathématiques, c'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui souligne, je cite, l'inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions chez les élèves entrant en 6e. Un déficit de niveau qui concerne tous les milieux sociaux, 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées, et qui atteint les 85% en éducation prioritaire. 4 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On va continuer à parler de ces migrants. Vous avez vu, on était il y a quelques instants en direct dans cette école à Paris. Je vous rappelle qu'on est à Paris, en plein Paris, dans les quartiers chics, dans le 7e arrondissement de Paris, on était. Là, on va partir à la frontière, à Vintimille, et les équipes de CNews ont rencontré des gens qui veulent rentrer en France. Ils veulent rentrer, ils veulent y vivre. Ils arrivent pour la plupart de Lampedusa. Regardez le reportage. Chaque jour, ils sont une centaine à tenter de rejoindre la France par le train. Située à moins de 10 km de la frontière, la gare italienne de Vintimille voit passer des hommes et des femmes, parfois jeunes, comme Aïcha, 19 ans. Avec son bébé âgé de seulement 3 mois, elle vient de se faire refuser l'entrée dans l'Hexagone. Les policiers n'ont pas accepté que je rentre. Qui ne veut pas les migrants? Tu dors où? Il n'y a pas d'autre toit. Malgré de nombreuses tentatives infructueuses, certains restent déterminés et ne comprennent pas que la France les refuse. Étant un pays qui nous a colonisés, étant un pays qui vient chez nous, on les accueille à bras ouverts. Tu penses que la France doit t'accueillir? Je pense quand même, normalement la France doit m'accueillir, normalement. À seulement quelques mètres de là, les passeurs se tiennent prêts. Je vous montre le bar où ils s'installent habituellement, il y en a quelques-uns. Ils proposent aux migrants refoulés de passer par la route. Les habitants assistent quotidiennement à leur trafic très juteux. Les gains sont très intéressants parce qu'on parle de 400-500 euros par tête de pipe. Donc dans une camionnette, vous mettez même 20 personnes. Vous voyez, vous faites plusieurs voyages par jour ou par semaine. À la frontière avec l'Italie, 700 policiers et gendarmes contrôlent les entrées. Et les associations s'attendent à un afflux massif de migrants dans les prochains jours. Alors, il est très intéressant ce reportage qu'on vient de voir. André Berkoff, il est intéressant ce reportage parce que vous avez entendu ce que dit le jeune garçon qui a envie de rentrer en France, qui dit « La France nous a colonisés. Oui, alors maintenant, vous devez nous recevoir. » Non mais c'est toute une chaîne. Ce reportage que vous avez fait, c'est le miroir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 choses. Le business. Les passeurs, bien organisés, etc. etc. D'abord, il y a la misère. Il faut le dire, c'est terrible. Parce qu'on serait à la place de ces gens, évidemment qu'on a envie d'aller en France, en Europe et ailleurs. Évidemment, il faut le comprendre. Tout à fait. Il faut le comprendre, mais est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on a les moyens? Il est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Les passeurs organisés. Et pardon, on m'a dit, vous manquez de nuances, les associations. Pardon, il y a une complicité objective qui ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a alors 5 000 euros, etc., un business terrible. Donc, les États, certains États disent qu'ils partent, il n'y a aucun problème. Donc, vous avez un comprimé chauffé à blanc de quelque chose qui ne fait que commencer. Et je pense qu'en plus, ce discours ils vous ont colonisé, donc ils doivent désormais vous recevoir, parce qu'on l'entend très souvent plus. C'est pas la première fois qu'on entend les migrants. Donc, je pense qu'on leur met dans la tête. Bien sûr. Plus, je pense que voilà, il y a une petite musique qu'on leur met dans la tête en leur disant, mais la France vous doit ça. La France doit vous recevoir. Jean-Christophe. Alors, juste avant, je pense qu'on ne peut pas dire que l'Afrique, c'est un cloaque aujourd'hui. C'est au contraire un continent qui est en train de prendre sa place. C'est un certain nombre de pays qui gagnent la bataille du développement et très largement. Et c'est un bon signal. Il faut le dire en permanence. Il y a beaucoup de gens malheureux quand même. Non, mais la réalité, c'est que c'est quand même très largement une meilleure tendance aujourd'hui en Afrique. Il y a d'autres raisons qui mobilisent que l'échec économique, souvent la guerre qui mobilise la migration, et puis parfois aussi la volonté individuelle de faire des choses ailleurs. On l'a fait, nous, partons aux États-Unis. Il y a des migrations en permanence dans l'histoire de la planète. Et aujourd'hui, on va et on vient. Et heureusement. Maintenant, on fait face à ce défi. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Vous l'avez dit, c'est du trafic. Vous l'avez dit, c'est du trafic. C'est une matière première aujourd'hui exceptionnelle pour des mafias qui se relient d'ailleurs sur d'autres secteurs et qui ont cette activité aujourd'hui comme une chaîne de valeur. C'est une nouvelle activité qui est extrêmement rentable. Après, il y a les associations. Oui, parce que celles-là, elles font aussi un business. C'est leur business. C'est idéologique parfois, vous avez raison de le dire. Ils y croient et c'est normal, on peut le respecter. Puis parfois, c'est aussi très intéressé, parler de financement, parler d'activité. On crée son business comme ça. Au milieu, il n'y a rien. C'est-à-dire que nous, on est l'Union européenne et au milieu de la Méditerranée, on le fait. Moi, j'ai fait le voyage entre la Tunisie et Lampedusa avec un bateau qui n'était pas un bateau de migrants pour voir à quoi ça correspondait, en combien de temps on y est. C'est très rapide. Quand vous êtes en Libye, c'est un peu moins rapide, mais ça se fait très facilement. Et c'est impossible à contrôler. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de
de bateau de marine européenne, il n'y a pas de la marine italienne, il n'y a pas de la marine française, il n'y a personne. C'est open. C'est-à-dire que vous passez comme vous voulez. On ne parle même pas d'aéroport, de carte, ce que vous voulez. À Ventimille, c'est fait. Une fois que vous êtes arrivé sur le sol italien, c'est terminé. Le sol espagnol, c'est terminé. Le sol grec, c'est terminé. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut arrêter de blablater. C'est une réalité. Parce qu'à un moment donné, il y a du contrôle à faire sur le maritime. Il n'y a pas des kilomètres de côte qui sont impossibles à contrôler. Il y a ça. Aujourd'hui, vous avez raison, André. Il n'y a pas de volonté politique en France ni en Europe. Parce qu'on fait quoi? On dit on va acheter la tranquillité en Tunisie. Kassis Saïd, il le fait pas. Il prend l'argent, il laisse partir les gens, voire il l'éteint. Le Erdogan l'a fait à un moment donné. Il le fait quasiment plus parce que c'est chantage. Exactement. Si vous disiez pas ce que je fais, et la Libye, j'en parle même pas. Les dossiers de guerre, ils s'en foutent et c'est pas la peine. Ils gèrent même pas leur truc. Donc aujourd'hui, on est face à un truc. Si vous créez pas une capacité aujourd'hui qui est entre le militaire, le garde-côte, ce que vous voulez, de contrôler les flux en Méditerranée, eh ben vous avez un gros problème. Mais simplement, les associations, elles savent qu'une fois qu'ils sont en Italie, de toute façon, ils viendront en France. Oui, mais il n'y a personne en face d'eux. Parce que c'est comme ça. Je repose ma question parce que personne n'a vraiment répondu. Est-ce qu'on leur doit quelque chose à ces gens qui arrivent parce qu'ils ont été colonisés? Mais non, la vérité, c'est qu'on leur doit rien du tout. Et non, ça, je pense que ça, c'est quasiment des éléments de langage que leur donnent les associations en leur disant voilà ce que vous devez dire quand vous êtes pris. Oui. C'est comme l'histoire des papiers. Cachez vos papiers, déchirez-les, il ne faut pas qu'on vous trouve avec, comme ça on ne pourra pas vous raccompagner. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'immigration n'est pas celle qu'on a connue dans les années 60. Avant, dans les années 60, jamais une femme quitterait l'Afrique avec un gosse. Elle prendrait le bateau. Jamais. Ce qui se faisait avant, c'est les hommes partaient, comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 90%. C'est pas que les hommes partaient, c'est qu'on allait les chercher. Il faut même remettre un peu. On les chercher. On n'est pas tous allés les chercher. Si, en totalité. Il y avait des besoins en France pour développer le pays. On n'est pas tous les chercher. Si, en masse. C'était organisé par l'État. Certains sont venus, certes, on est allé les chercher. D'autres sont venus par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Non, moi j'en connais plein en subsaharienne. En 60, dans les années 70, ils sont venus, on n'est pas allé les chercher. Ils sont venus, c'est pas la même migration. Ils venaient, ils s'installaient au groupement familial, ils faisaient les choses, potentiellement, leur famille était dans des bonnes conditions, en tout cas rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. La dame arrive aujourd'hui avec un bébé, elle ne sait pas où elle va dormir. C'est un drame, mais c'est un drame. C'est terrible. Oui, mais ça traduit quelque chose. Si elle en arrive à partir au risque de se tuer avec son enfant, j'ai un copain qui s'appelle Rachid Koreichi, qui est un grand artiste international. Il a fait un cimetière en Tunisie qu'il a appelé, j'ai plus le nom du cimetière, je crois que c'est le cimetière de la paix ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il a été en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, à Zarzis, et il a vu une décharge publique avec des corps de migrants, comme on les appelle, donc des êtres humains. C'est l'être humain. Une décharge de gens qui meurent en Méditerranée. La proportion, on ne la connaît pas. C'est catastrophique. Alors, par rapport, vous avez dit tout à l'heure qu'Erdogan a lâché du tout, on lui a donné ses milliards et il a posé 3 800 000 Syriens sur sa frontière d'un pays en guerre. Donc la responsabilité, on la connaît. Maintenant, ce qui se passe par rapport à ça, la question du flux de migrants, alors moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on leur dit que la France, ceci, cela. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'on leur dit. Tout le monde pense la même chose là-bas, parce qu'il y a l'Internet, tout le monde parle le même langage aujourd'hui. C'est très généralisé. Par contre, il y a une réalité. C'est quand ils viennent avec cette haine dans le cœur, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils comparent. On voit bien que les pays anglophones qui ont été colonisés par l'Angleterre ne partent que très peu, alors que les pays francophones partent. Pourquoi? Parce que les relations France, ancienne colonie, sont des relations de pillage qui ont été mises en place. On prend la question du Niger, je prends une question très précise. De pillage, c'est-à-dire? De pillage économique. La France a pillé économiquement? Non, pille. Je parle d'un pillage. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment... encore toujours. Parce qu'ils ont mis des hommes au pouvoir qui les autorisent à exploiter les richesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? On prend le cas du Niger. Donc c'est des victimes, vous voulez dire, ces gens-là sont des victimes de la France? Non, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. C'est pas ce que je dis. Non, parce que si on pille leur pays, ils sont victimes de leurs dirigeants. Voilà, je suis très clair. De leurs dirigeants. Vous dites que c'est la France. Pas la France, l'État français. Les sociétés françaises. Oui, les sociétés. Par l'État. L'histoire d'Areva en dit long. Vous voulez répondre, mais vous faites courir en on ne peut pas laisser dire que les chefs d'État africains, tous aujourd'hui, sont des gens qui se laissent piller leur pays. C'est pas vrai. Et que parallèlement, les anglophones, excuse-moi, mais alors pour le coup, excusez-moi, pardon, les anglophones, ils partent pas. Le Nigeria, ça part beaucoup. La Somalie, ça part beaucoup. Il y a plein de pays anglophones où ça part. Le Kenya, ça continue de partir aussi aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce que fait le Premier ministre britannique aujourd'hui. Il les renvoie au Rwanda et le Rwanda, il essaye en tout cas, ça n'a pas été fait complètement. Donc en réalité, on n'a pas cette dichotomie, c'est pas vrai. Quant au pillage, il y a eu effectivement un certain nombre de pas d'abus, mais en tout cas de situations où on a effectivement très largement utilisé la matière première, qui était aussi la matière humaine et pas simplement de celle du en Afrique. Aujourd'hui, heureusement, les choses changent. On peut pas dire que la classe politique africaine soit à ce point-là dominée par les On aura l'occasion de reparler de ce sujet. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on parlera du pape, on parlera du sujet d'immigration. Moi, je voudrais vous attirer votre attention sur un sujet qui a quasiment pas été abordé ces dernières heures dans les médias. C'est ce qui se passe à Grenoble. Vous allez voir une affiche à Grenoble, une affiche qui a été publiée hier. C'est l'affiche d'une réunion samedi 23 septembre à 16h30 au Jardin des Plantes. C'est un appel à toutes les personnes non blanches.
a participé à cette réunion. Ils appellent ça une première assemblée antiraciste en disant c'est pour les non-blancs. Enfin, déjà, c'est totalement surréaliste. Pardon ? Drôle de manière de combattre. Oui, je trouve aussi. C'est l'UNI qui a mis ça en évidence parce que l'UNI demande au préfet d'interdire le rassemblement, ce rassemblement, et en parlant de rassemblement haineux, puisque c'est a priori interdit aux Blancs. On est en direct avec Yvan Lecoz, qui est responsable du syndicat étudiant l'UNI à Grenoble. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est vrai qu'elle est surprenante, voire choquante, cette affiche. Vous lisez cette affiche en disant « c'est interdit aux Blancs ». Oui, tout à fait. Surtout que un de leurs responsables a ensuite expliqué dans des commentaires que effectivement vous pouviez venir, mais à condition de ne pas être blanc. Donc même les personnes qui auraient souhaité venir et qui voulaient y participer, si elles étaient blanches, c'était tout simplement interdit. Mais quel est l'objectif d'une réunion comme celle-là? Parce que ça se dit antiraciste, mais quand on dit c'est interdit aux Blancs, c'est du racisme. Ça s'appelle du racisme anti-blanc. Récemment, lors d'une AG, les différents militants d'extrême gauche, donc en l'occurrence le syndicat des femmes musulmanes, des syndicats Antifa, l'UNEF, etc., se sont retrouvés à pas être d'accord sur la manière dont gérer les choses. Parce qu'il faut savoir que la marche qui précède cette assemblée est en fait une marche contre les violences policières, donc c'est de la haine anti-flic, mais également une marche pour faire pression sur l'État pour autoriser la baya. Et ils n'avaient pas tous la même vision là-dessus, même s'ils étaient tous favorables évidemment à la mise en place de la baya. Et donc ça a créé des tensions. Et c'est là où on voit qu'il y a sur la fameuse convergence des luttes des limites, parce que on a eu les assauts des femmes musulmanes, les assauts des femmes racisées, etc., qui n'ont pas été d'accord avec ce qu'elles ont appelé les hommes blancs patriarcaux. Et donc elles ont refusé de participer à ce rassemblement à leur côté. Et donc ensuite elles organisent cette assemblée. Dans le communiqué que vous avez fait, vous demandez donc au préfet de l'Isère d'interdire ce rassemblement. Vous parlez de rassemblement haineux d'ailleurs. Oui, c'est un rassemblement haineux. Je pense qu'un rassemblement qui interdit à des personnes de venir à cause de leur couleur de peau ne peut être appelé autrement qu'un rassemblement haineux. Pour être totalement honnête, je pense qu'on pourrait aller même encore plus loin et dire que c'est presque un appel à la haine, parce que quand on voit leurs militants, leurs responsables qui sont en permanence en train d'essayer d'attiser la haine, d'attiser la peur, que ça soit récemment pour essayer de mettre en place des émeutes l'été dernier, que ça a été l'UNEF il y a 2 ans qui organisait des réunions interdites aux Blancs, quand c'était Mélenchon et le reste de la France insoumise qui, il y a 4 ans, manifestait avec des islamistes à côté du Bataclan, en plein Paris, donc au cri de Allah Akbar. Je pense qu'on peut parler de personnes qui propagent la haine et de personnes, et on ne peut que demander l'interdiction de cette assemblée qui est juste raciste et haineuse. Oui. Vous avez une réponse du préfet ou toujours pas? Toujours pas de réponse. J'ose espérer que dans les prochaines heures, ce rassemblement devait être interdit. Je trouverais ça complètement normal et cohérent qu'un rassemblement qui réunit des personnes qui sont anti-France, anti-français et profondément même anti-républicaines soit interdit. Merci beaucoup Yvan Lecoz, merci, responsable du syndicat étudiant l'UNI, d'avoir été en direct avec nous. André Berkoff. Écoutez, c'est lié, en fait c'est beaucoup plus lié qu'on croit à la discussion précédente. En deux mots. D'abord, cette histoire, ça ce n'est que la goutte d'eau qui est au-dessus de la mer. C'est-à-dire qu'il faut savoir si on se penche sur tout le côté woke, cancel culture. C'est totalement lié à ça. Vous savez que dans les manifestations, il y a une fille, Nora Bussini, qui a fait un formidable travail d'immersion là-dessus. Vous savez que le racisme et la discrimination existent partout. Par exemple, il y avait un couple, je vous raconte, gay. C'était une gay pride radicale. Un couple, un maghrébin et un français, enfin français dit de souche, etc. Ils sont ensemble, mari et femme. Et on leur dit, ah non, toi tu restes là, t'es le racisé, toi le blanc, tu sors. Il dit, attendez, et le maghrébin, attendez, on est ensemble, on est un couple. Ah non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas que dans les soubassements, il y a des discriminations en permanence, et j'appelle ça un racisme, comme il y a un racisme entre Africains du Nord et Afrique subsaharienne, ça existe aussi. Donc, on oublie ça. Mais oui, il y a eu des... Mais oui, mais... Bien sûr, non, mais vous avez raison, bien sûr. Faut arrêter je voudrais l'avis de Madi. Donc voilà, ça existe, c'est-à-dire que ça, ce n'est que, encore une fois, une petite goutte dans oui, c'est une petite goutte, mais c'est important d'en parler parce que personne n'en parle. Vous avez vu ça quelque part sur notre chaîne? Non. Vous avez vu ça quelque part? Personne ne dit rien. Personne n'en parle. Si c'était l'inverse, on en aurait certainement bien sûr. Imaginez une manifestation interdite aux Noirs. Ça ne peut pas exister. Et moi, ça me parle d'autant plus parce que j'ai été moi-même responsable de l'UNI à Paris 1 et on avait déjà, c'est bien il y a 10-15 ans,
On avait déjà les prémices de ces mouvements-là, où l'UNEF arrivait avec une espèce de communautarisme, elle arrivait à dire des conneries aux uns aux autres, séparer les gens, séparer pour mieux régner. Mais c'est scandaleux. Imaginez une réunion où on me dirait à moi ou à quelqu'un d'autre, écoute, Madi, c'est sympa, on t'aime bien, mais tu rentres pas parce que t'es noir. Non. Impensable. Gamal Amina, est-ce que vous faites des bons, j'espère? Mais moi, je constate que c'est marrant parce que j'ai eu la chance d'avoir ces documents puisqu'on me l'a envoyé ce matin. Oui, bien sûr, oui. Donc c'est pas ce qu'ils n'ont pas dit interdit aux blancs, ils ont dit à destination des racistes. Non, mais vous en avez entendu ce que nous a dit le oui, responsable de l'UNI, c'est qu'il y a eu des précisions qui ont été écrites. C'est un appel à toutes les personnes non blanches. Voilà, non blanches. Donc c'est pas interdit aux blancs. C'est salement rédigé, mais c'est pas ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué interdit aux blancs. Il n'y a pas écrit interdit aux blancs. Je pense qu'interdit aux blancs, ça doit tomber sous le coup de la loi d'ailleurs, à mon avis. Ensuite, c'est un appel à toutes les personnes non blanches, c'est la même chose, excusez-moi. Non, c'est un peu différent. C'est de dire on appelle ceux qui sont ciblés. C'est juste plus intelligent. Non, attendez. Je peux finir mon propos très rapidement. Ce monsieur qui vous a parlé tout à l'heure, il a quand même dit des choses énormes. Il a parlé de cris de Allahu Akbar sur les manifestations de la LFI, comme si c'était un cri de guerre, c'est quand même honteux de sa part. Ensuite, il dit qu'ils sont anti-police, non, ils sont anti-violence policière de certains policiers. Il faut arrêter de généraliser. Quand on généralise, on arrive à quelque chose de grave. Moi, je dis, et je répète pour être très clair, avec vous, le racisme anti-blanc a existé une fois dans l'histoire, c'est quand les nazis ont commencé à écraser les Slaves. Là, ça existait, c'était réfléchi. Il n'y a pas de racisme anti-blanc aujourd'hui, ça n'existe pas en France. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez des gens qui ont la haine. Je vous répète à chaque fois, ils ont la haine, et ce qu'on appelle racisme, c'est quelqu'un qui domine, quelqu'un qui est dominé. Ils ne sont pas dominants, ils sont en dessous, ils le savve très bien. André Berkoff, ça alors moi je vais vous dire sur les dominants, dominés, vous savez, on peut pas... Non, sur le racisme anti-blanc, ça n'existe pas? Mais le racisme existe sous toutes ses formes. Anti-blanc, anti-noir, anti-arabe, anti-ce que vous voulez, c'est du racisme. Il faut arrêter de se raconter des histoires là-dessus. Non. C'est une définition du dictionnaire. Et puis deuxièmement, je vais vous dire un truc sur les dominants et les dominés. Alors, là, franchement, il faut arrêter quand même ce discours. Et en Afrique, il n'y a pas de dominants et de dominés. Il n'y a pas au sein des Africains des dominants et de dominés. Il n'y a pas des... Ben, je vais vous dire, les riches et les pauvres. Les dominants... On parle en rapport de race, c'est pas de classe. L'idéologie raciste, c'est la race supérieure à la race. Non. Alors donc il n'y a que la haine que raciale. C'est ça. Non, il n'y a pas que ça. Je vous dis que c'est un élément de la haine. Oui, non, mais je veux dire, la haine, juste un mot. Elle ne doit pas se justifier. Sur Grenoble, cet appel aux personnes non blanches, qui est de dire, en fait, si vous n'êtes pas blanc, vous pouvez venir. C'est ça. Arrêtons de jouer. C'est rédigé. C'est intelligent. C'est des militants, sous le coup du droit. Exactement. La réalité, c'est que si le préfet, si dans ce pays aujourd'hui, on laisse passer, c'est pas... Il y a peut-être des haines, il y a peut-être des violences, il y a peut-être des ressentis, effectivement. Aujourd'hui, par contre, laisser faire ça, comme on l'a fait auparavant avec le CRAN, comme on l'a fait à l'UNEF pendant des années, c'est pas nouveau, en fait, en réalité. La provocation, sauf que ça justifie. Ça, aujourd'hui, se mélange dans une bouillie. Parce que c'est ça dont il s'agit. Vous avez vu, eux-mêmes n'arrivent pas, et c'est possible à l'intérieur, à se mettre d'accord sur un nombre de points. Par contre, il y a un point commun, c'est ce qui est écrit là. Et ça, c'est inadmissible parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai dit 3 fois. Un appel à toutes les personnes non blanches. C'est pas possible. C'est juste pour pas tomber sous le coup de la loi. C'est pas possible. Juste pour finir. Ça n'est pas possible. C'est un moment dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, à Grenoble ou ailleurs, peu importe, laisser passer ce genre de choses. On attendra avec impatience ce que va faire le préfet. Si là, pour le coup, on laisse passer, c'est-à-dire que la hiérarchie a accepté, et le préfet, il est sous la hiérarchie de M. Darmanin, qui lui-même, il y a Mme Borne et M. Emmanuel Macron, c'est un événement. C'est-à-dire que si vous le sortez, il a existé par ailleurs, mais un événement dans le contexte d'aujourd'hui, c'est pas possible de laisser passer ça. Sinon, ça veut dire que derrière, vous avez la préfiguration politique de ce qui va se passer. C'est-à-dire que pour le coup, ce qui est en train de s'organiser, c'est ça. Demain, il y aura, ce que vous avez dit dans les fêtes, la ségrégation, l'organisation, le compartiment. Elle existe déjà. Elle existe, et le racisme, certes avec domination dans certains cas, existe aussi quand je suis pas dominé, que je suis d'égal à égal ou même infériorisé. On est quand même dans une drôle d'ambiance parce qu'il y a cette manifestation, il y a cette réunion qui va faire suite à la manif contre la police. C'est tout parce que contre les violences policières, pas la police. Oui, ça veut dire que... Oui, mais ça veut dire que le policier tout blanc, est mélangé. Le policier blanc, il est homme et ainsi de suite. Mais non, là, il y a le patriarcat blanc masculin. Mais non, c'est faux. Il y a des policiers noirs ou arabes qui tapent très fort. Et à chaque fois, attendez, pas tout ça maintenant. Et à chaque fois qu'on retrouve, on retrouve LFI, on retrouve la France Insoumise et on a... Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans le rôle. Ah oui, ils sont dans le rôle de dire. Oui. Ah ouais, il y a des violences policières et on est dans le rôle. Juste, le problème, c'est qu'il y a une rupture qui est très notable en ce moment, visiblement, quand on regarde les sondages en tout cas, entre la base de la France Insoumise et les dirigeants des Insoumis. Ils ne sont même pas d'accord. On est avec Gauthier Lebret. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. Cette rupture, j'ai le sentiment qu'on la sent de plus en plus sur ces sujets. Oui, on a fait plusieurs sondages avec l'Institut CSA, donc des sondages pour CNews, et à chaque fois, on voit effectivement qu'il y a une rupture, une différence de ton dans le discours entre la base militante, les sympathisants, les électeurs et les cadres
et les députés LFI. Plusieurs exemples, 2 exemples assez précis. Premier exemple, 65% des sympathisants LFI soutiennent les policiers qui font usage de leur arme lorsqu'ils sont attaqués. Même chose, un peu plus de 60% des sympathisants LFI soutiennent les policiers qui coursent les rodéos urbains, même si c'est dangereux. Donc on est loin du discours de Jean-Luc Mélenchon et des députés LFI. Alors vous avez un intervenant qui explique que LFI n'est pas un parti anti-flic. Qu'est-ce que ça serait si c'était un parti anti-flic? Quand vous dites la police tue, vous amalgamez les policiers. Vous ne dites pas certains policiers tuent. Quand vous participez à une manifestation, comme ça a été le cas en juillet dernier, et comme ça risque d'être le cas demain, où on entend des slogans comme « tout le monde déteste la police », ce qui est en plus faux puisque vous avez plus de 70% de la population française qui soutient et qui aime sa police, et que vous êtes député, il y a un slogan pareil qui retentit, et que vous ne partez pas, et que vous avez Louis Boyard hier qui explique, député LFI, que si ce slogan retentit à nouveau demain, il ne partira pas car les manifestants ont le droit de scander ce qu'ils veulent. Effectivement, ils ont le droit de scander « tout le monde déteste la police », même si c'est faux. Mais c'est peut-être juste pas la place d'un député de la République. Gamal, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gauthier? Alors, tout le monde déteste la police, c'est un slogan pour être très clair, mais par contre, il faut se rappeler quand même, vous demandez aux Gilets jaunes s'ils aiment la police, je ne suis pas sûr qu'ils soient très fans. La question des sondages m'intéresse parce que vous devriez faire un sondage. Quel rapport vous demande simplement parce que les Gilets jaunes qui ont subi quand même quelques répressions policières voulues par l'État, c'est pas la police, hein, c'est l'État qui a donné des ordres. Eh bien, ces Gilets jaunes ont un peu la rage. Il n'y a jamais eu de dégâts faits par les Gilets jaunes. Ils ont toujours été super cool, les Gilets jaunes, il n'y a jamais eu de dégâts, ils n'ont jamais rien attaqué, ils n'ont jamais rien détruit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Il y a eu des dégâts, il y a eu des violences qui étaient extrêmement violentes, d'ailleurs, on se rappelle la deuxième manifestation. C'est bien de le rappeler. Mais là, quand on parle de la police, de violence policière, on faut être très précis dans les termes. De certains policiers qui se comportent comme c'est pas ce qu'ils disent. Vous faites la nuance. Le problème, c'est que justement, eux ne la font pas. Eux parlent de violences policières comme si c'était des violences institutionnelles. C'est là où il y a le problème. Voilà, mais l'idée qu'ils véhiculent derrière, c'est de dire l'État donne des consignes qui conduisent à des violences. C'est ce qu'ils expliquent. Donc c'est pour ça qu'ils disent que la violence est policière. Mais dans les faits, tous les policiers ne sont pas violents. On a déjà un copain policier qui est venu avec nous, très bon pote. Comment? Quand vous dites la police tue, quand vous dites la police tue, c'est bien un amalgame de tous les policiers, sous-entendant que toute la police est capable de tuer. Non, c'est des termes génériques. Si vous allez en 61, si vous allez en 61 à Paris, si vous allez en 61 le 17 octobre à Paris, on va bientôt le commémorer, il y a 300 Algériens qui ont été tués par la police parce que Papon a donné l'ordre. Donc à ce moment-là, la police a tué. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec l'amalgame? Parce que l'idée, c'est un continuum historique. Si vous faites l'économie d'histoire, aucun policier ne dérape jamais. L'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas amalgamer l'entièreté de la police. La police a tué à la Commune de Paris parce que l'État donnait l'ordre. C'est une question d'argent. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Comment? Papon, c'est pas. Juste, le problème, c'est qu'on peut pas. Quand on dit la police tue, quand on dit tout le monde déteste la police, ou quand on dit les violences policières, vous créez chez certains une haine de la police. Et cette haine de la police fait que certains policiers se font massacrer aujourd'hui dans certains endroits à cause de propos comme ça. C'est dangereux, c'est criminel de tenir des propos comme ça. Je suis pas sûr que ce soit. Vous faites la nuance. Vous faites la nuance. Mais je suis pas sûr que ce soit le slogan qui tue la police. Je pense que parce que ça crée la haine. Ça crée la haine, ça encourage. Les vidéos virales. Moi, je vais me faire un policier parce que la police tue. Vous savez, les vidéos virales, quand on a vu le meurtre parce que c'est un meurtre du jeune Naël, ça a été viral. Il n'y a pas besoin de slogan pour ça. Naël qui a refusé de s'arrêter. Refus d'obtempérer. N'oublions pas à chaque fois. C'est pas tout à coup un policier qui s'est dit je vais tuer un gamin. C'était filmé, le gars il était dans une voiture automatique, il a paniqué parce qu'il avait un flingue comme ça, il a lâché le... Ça c'est vous qui le dites, c'est leur version à eux. Il y a deux versions qui se font. On verra les conclusions de l'enquête. D'accord, je dis pas que vous avez tort, je dis juste que vous affirmez quelque chose dont personne n'est sûr. Des gens qui étaient sur place, c'est pour ça que je vous en parle. Et les gens ont vu qu'il a levé le pied. Ah oui, ils ont vu à l'intérieur de la voiture, ils ont vu sous le volant. Ils sont très forts. André Berchot. Juste un mot, attendez. Peut-être la police, je veux dire, elle peut... à part non seulement des bavures, mais des bavures graves. Mais bien sûr. Contre absolument. Bien sûr. Qu'on ne dise pas la police, c'est pas bien sûr. 10 ans. Merci de le rappeler. Non, mais c'est clair. Comme tout le monde peut faire les fautes. Simplement, le vrai problème, c'est l'exploitation. Mais c'est même pas le slogan. On a envie de dire le slogan. Christophe, tu as raison. On dit des slogans, même s'ils sont cons. Peu importe. Le problème, il n'est pas là. On parlait de qu'est-ce qu'il y a entre eux. Le problème, c'est que vous avez manipulation par des politiques et quand on parlait LFI, ils veulent quoi? Et je reviens aux migrants, ils veulent naturaliser tout le monde pour avoir des électeurs. Si on ne pense pas à ça, si on ne pense pas au racolage électoral d'un certain nombre de gens qui disent allez, naturalisons, et voilà, on aura des électeurs en plus. C'est ça aussi, il faut voir tous les aspects. Mais ce qui est compliqué, c'est ce que nous expliquait Gauthier tout à l'heure, c'est-à-dire que LFI se coupe de sa base, c'est-à-dire qu'ils vont tellement loin que même la base ne pense pas comme eux, Gauthier. Je suis pas sûr de ça. Alors, les sympathisants, on est allé au-delà de la base, mais les sympathisants, effectivement, LFI
qui répondent à nos sondages, même si c'est largement moins effectivement que dans certains autres partis de gauche et largement moins aussi qu'à droite, soutiennent malgré tout la police quand elle est attaquée. Et effectivement, le premier réflexe des sympathisants, ce n'est pas de cibler la police, mais c'est plutôt de la soutenir, contrairement à ce que fait Jean-Luc Mélenchon et même les députés LFI avec toute une série de déclarations. Mais Jean-Luc Mélenchon fait ça pourquoi alors? À partir du moment où c'est pas vraiment ce que pense sa base, pourquoi il fait ça? André Berkoff disait c'est pour gagner des voix. Oui. Bah justement, alors oui, effectivement, il y a eu un changement de l'électorat, ça tout le monde l'a noté chez LFI, en abandonnant complètement les classes populaires, et on le voit encore avec une autre polémique, parce qu'il y a une polémique par jour avec LFI, donc je peux vous parler aussi de la polémique de Sophia Chikirou, qui vient de qualifier Fabien Roussel, qui l'a comparé à un collabo, parce que selon elle, il irait draguer les électeurs de Marine Le Pen, les électeurs de Marine Le Pen, dont certains ont voté la France Insoumise et qui sont pour beaucoup des classes populaires, et les classes populaires qui ont été complètement abandonnées par LFI au profit d'un nouvel électorat, comme le dit André Berkoff. C'est tout le pari de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, quand on regarde différents sondages, on voit qu'aujourd'hui LFI est jugée plus dangereuse, plus violente que le Rassemblement national. C'est un sondage de Libération, publié dans Libération, qui l'a dit. Mais dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon reste assez haut, avec un plafond qu'il arrive à maintenir à 17%, et possiblement qualifié au second tour. Ça dépend du candidat macroniste en face de lui, et donc potentiellement face à Marine Le Pen. Donc oui, effectivement, c'est un pari sur l'avenir. On verra s'il est payant pour la France Insoumise. Merci beaucoup Gauthier. Gamal et Jean-Christophe. Je ne suis pas de la France Insoumise, donc être très clair, j'ai jamais une sympathie pour eux, parce que dans le 93... Non, vous êtes beaucoup plus modéré. Quand vous parlez des policiers, par exemple, vous avez un discours beaucoup plus modéré. C'est normal, il ne faut pas généraliser. Oui, mais c'est ce qu'il faudrait dire à Jean-Luc. Dans le 93, par exemple, je dirais à la France Insoumise qu'ils ont présenté que des Européens et une seule blague, c'est tout. Donc ça pose problème. Mais au-delà de ça, je vais dire un truc. C'est là où leurs électeurs, c'est des cons. Oui, mais non, on ne traite pas les électeurs de cons. On retire, Madi. On retire. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec ce monsieur qui fait les sondages très orientés, d'ailleurs, il explique que... Il ne sait pas lu les sondages, il vous cite un sondage de Libé. Excusez-moi, c'est pas lui qui allait faire un sondage. Oui, qui consulte les sondages de façon orientée. Il est fait de façon parcellaire. Bah non, c'est un sondage de Libé. Non, c'est sa lecture qui est parcellaire. Ah, c'est sa lecture, d'accord. On s'entend bien. Donc ce que je veux dire, c'est que ce monsieur dit quoi? Il dit que soi-disant la France Insoumise serait beaucoup plus violente que le Front National. Je suis désolé qu'il me donne une seule personne qui a été victime dans une manifestation, qui a été tuée par un mouvement d'extrême gauche. Ça n'existe pas. C'est l'extrême droite qui tue en manifestation, pas la gauche. Et quel rapport avec le... Quel rapport pas dire absence de violence. Il dit qu'il serait plus violent. La violence, elle se traduit par un mot, Jean-Christophe, et on fait la pause. LFI, Mélenchon, c'est un choix effectivement de marketing électoral qui a été posé par une équipe majoritairement à l'intérieur de la direction. Et ça pose effectivement des zones de frottement aussi avec une partie de leur électorat traditionnel. Donc ils ont fait un pari, ils l'appellent ça entre eux la France créolisée d'ailleurs. Leur marketing s'oriente sur la France dite créolisée. Ça en dit long d'ailleurs, mais en même temps, c'est un vrai choix. Et c'est un choix effectivement démographique. Ils ont fait un choix démographique en projetant sur 10 ans ou 15 ans ou 20 ans une réalité de performance potentielle. Ce qu'a fait en partie, notamment aux États-Unis, le Parti démocrate dans certains lieux. Ils l'ont fait comme ça. Ils ont abandonné la classe populaire qui était blanche principalement à l'époque, en faisant un choix sous Clinton. Madame Clinton en particulier avait choisi l'idée qu'on tapait les minorités. Était de marketing des minorités. Ils font pareil. Et après, Jean-Luc Mélenchon, comment il se maintient? C'est en faisant des coups et en abusant parfois, et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Allez, on va faire une pause. Quand on revient, on va parler de deux sujets. On va vous parler du journaliste Jacques Cardoz, qui était notre invité hier et qui a affirmé que la rédaction de France Télé était largement de gauche et qu'il y avait de la manipulation et qu'à France Télé, on ne touchait pas aux insoumis. Vous voyez, on est un peu dans la ligne. On ne touchait pas aux insoumis parce qu'il donnait beaucoup d'informations, en particulier à certains magazines compléments d'enquête, et que surtout, il ne fallait pas aller contre eux, il ne fallait pas enquêter contre eux. Ensuite, on parlera de la visite du pape. Tout ça, c'est dans un instant. Reste avec nous, on est en direct. Il est 11h32. À tout de suite. Antoine Dupont, victime d'une fracture de la mâchoire. Le capitaine du 15 de France s'est blessé hier soir lors du match France-Namibie, mais il reste toutefois dans le groupe. Une annonce faite ce matin par la Fédération française de rugby. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité, ajoute la Fédération. Prochain match des Bleus le 6 octobre contre l'Italie. La colère de la veuve de Philippe Monguillot. Les agresseurs de son mari ont écopé de 15 et 13 ans de réclusion, des peines trop légères selon elle. On a réclamé une justice exemplaire, on ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Pour moi, une justice exemplaire, ça aurait été 30 ans de prison, a réagi Véronique Monguillot à la sortie de la salle d'audience. Et puis un policier blessé à Sochaux lors d'un refus d'obtempérer dans le centre-ville hier soir. Le fonctionnaire de la BAC a été traîné par le véhicule sur plusieurs mètres. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu et le conducteur a été blessé par balle. L'agent de police et le conducteur ont été hospitalisés. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés.
Vas-y. 11h34 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Dans un instant, on va parler de cette visite du pape et vous allez bien évidemment la vivre jusqu'à demain soir en direct sur CNews avec nos équipes qui sont mobilisées pour vous faire vivre cette visite. Mais juste avant, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier dans cette émission. Jacques Cardoz, ancien présentateur de Complément d'enquête sur France 2, il a passé 27 ans à France 2, il a été envoyé spécial de la chaîne aux États-Unis en particulier pendant 4 ou 5 ans. Il était invité de notre émission et il a expliqué ce qui se passait vraiment dans la rédaction de France 2. Il nous a expliqué que 70 à 80% des journalistes de France 2 étaient de gauche, qu'il y avait des consignes pour ne pas taper sur les insoumis, que beaucoup de sujets étaient faits à gauche et non pas à droite, et que c'est cette seule tendance qui était notable du côté du service public, et c'est ce qui le gêne, puisqu'il nous a expliqué avec raison en plus que le service public doit être ouvert à toutes les tendances et ne doit pas montrer une image particulière, et là c'est une image de gauche qui selon lui est montrée. Je vous propose d'écouter un extrait de Jacques Cardoz, ensuite on en parle ensemble. Écoutez. Est-ce que quand on dit que la rédaction de France Télé est à gauche, est-ce que c'est vrai ? Moi, j'en suis intimement convaincu parce que je connais les journalistes depuis 27 ans. Vous savez, M. Sidbon Gomez, je suis arrivé à France Télé, il avait 7 ans. Donc je connais mieux les journalistes de France Télé, je les connais tous, je les ai tous vus arriver. Pour moi, la rédaction est entre 70 et 80% à gauche. J'inclus toute la rédac. Voilà. Et aujourd'hui, ça veut dire que quelqu'un qui arrive dans une émission pour un 13h, pour un 20h, et qui voudrait faire une enquête. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur les banlieues. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur les armes en banlieue. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur un certain nombre d'avantages sociaux qui peuvent être donnés, mais et puis ils ne seront pas forcément écoutés. Ou bien on leur dira non, mais attends, on ne peut pas faire ça parce que tu comprends, je ne sais pas quoi, ton enquête, elle n'est pas suffisante. Ou bon, voilà, enfin, je veux dire, on sortira plein d'excuses bidons. La réalité, c'est que moi, je vois une couleur politique à l'antenne et on ne devrait pas. Merci beaucoup, Jacques Cardoz. Merci beaucoup et on va continuer à en parler dans un instant. Voilà donc pour cet extrait, c'était hier dans l'émission. On est en direct avec Éric Revel, qui est ancien patron de chaîne, justement ancien patron de LCI. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Ces déclarations, elles ont beaucoup fait parler hier. Jacques Cardoz, c'était un des top tweets hier sur les réseaux sociaux parce que tout le monde réagissait à ce qui a été dit. Est-ce que ça vous surprend ce qu'il dit ? C'est une rédaction de gauche, une rédaction, en particulier celle de Complément d'enquête, c'est ce qu'il dit en tout cas, où les insoumis, par exemple, sont protégés. Bah non, ça ne me surprend pas. D'abord, je vais vous rappeler un petit fait historique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment de la campagne électorale entre Chirac et Jospin, il y a un sondage qui avait été fait auprès de la profession donc journalistique, et en fait, à 90%, les journalistes votaient Jospin. Donc finalement, 70-80% à France Télévisions, c'est presque en dessous de la moyenne nationale. Bon, je rigole, mais à peine, parce que vous l'avez rappelé, Jean-Marc, le problème, quand on a un média privé avec des actionnaires privés, bon, on peut choisir un créneau politique. Le problème du service public en France, mais c'est vrai aussi pour d'autres services publics, c'est que un service public devrait être au service de toutes les opinions du public. Or là, quand vous discutez avec des gens, bon, ça m'arrive, vous savez, j'ai dirigé aussi une chaîne de radio dans le service public, donc je connais aussi. Quand vous discutez avec des journalistes de France Télévisions, d'abord, ils vous disent, complément d'enquête, c'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Vous voyez, même des gens à France Télévisions vous disent ça. C'est-à-dire que la direction n'y met pas son nez, parce qu'elle va être accusée peut-être, la direction, de vouloir bâillonner la liberté d'expression. Mais quand vous regardez les derniers compléments d'enquête, et je pense à celui par exemple sur le Puy du Fou que je connais assez bien, mais franchement, il y a un tel biais idéologique qu'au début, vous pouvez rire, et à la fin, vous dites, mais en fait, les gens qui ne connaissent pas la personnalité ou l'endroit dont on parle, ils vont forcément être imprégnés d'un biais idéologique qu'on leur sert, puisqu'ils ne connaissent pas, et on leur fait croire, dans un magazine prestigieux du service public, que c'est la façon dont il faut voir les choses. Et vous savez, souvent, la gauche, elle a un prisme très fort. Vous savez, les maoïstes, les trotskistes, en fait, il faut conscientiser le peuple. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le peuple ne serait pas suffisamment grand pour se faire une opinion. Il ne faut surtout pas qu'il s'égare sur des chemins de traverse idéologiques. Alors on lui sert une soupe. Et pardonnez-moi, ce que dit Jacques Cardoz ne me surprend pas plus que ça. Comme téléspectateur moyen, il y a des moments, quand je connais des sujets, ça m'arrive, je me dis, mais c'est pas possible qu'on le traite avec cet angle, comme on dit dans notre métier, avec cet angle-là. Et parfois, j'ai le sentiment, je vous le dis comme je le pense,
qu'il ne s'agit pas d'une ligne éditoriale dans ces magazines, mais d'une ligne politique. Et justement, Jacques Ardos disait, par exemple, sur 50 sujets qui ont été traités depuis son départ de complément d'enquête, il y en a simplement 2 qui ont été des sujets qui s'attaquaient plus ou moins à la gauche. Et encore, dit-il, après, on dit qu'on s'attaque à la gauche, mais il faut voir le traitement, si c'est le même quand on parle de la droite et quand on parle de la gauche. Alors, Tristan Valex, qui est le présentateur de complément d'enquête, a réagi, du coup, hier après-midi, en disant « Faire croire que complément d'enquête censure les enquêtes sur la France insoumise, alors que le prochain complément d'enquête est consacré à Sophia Chikirou et au compte de campagne de Mélenchon, ça s'appelle avoir un sacré sens du timing. Une nouvelle fois, merci pour la promo. Le seul truc, c'est qu'il faut voir ce qu'il va y avoir. Il faut voir ce qu'il va y avoir là-dedans, parce qu'il ne s'agit pas de dire ça va être consacré à Sophia Chikirou pour montrer que ça va être quelque chose contre les insoumis. Je crois qu'il Juste, André, je vous reprends après, Eric. Pas s'arrêter sur complément d'enquête. Attendez, il faut lui parler de la rédaction totale. Il faut se rappeler gauche et droite, c'est amusant, parce qu'il y a 60 ans, un peu plus, Pompidou disait l'ORTF c'est la voix de la France. Tout à fait. Quand c'était De Gaulle et Perfit, il y avait une ligne rouge et attention, on ne rigolait pas. C'était ça. Bon, mais la presse était beaucoup plus diversifiée, la presse écrite, qu'elle est aujourd'hui. C'est un autre problème. Mais aujourd'hui, on est 60 ans après. On pourrait espérer que les 23 millions de foyers français qui payaient la redevance, qui la payent toujours d'une manière ou d'une autre, puisque c'est l'État donc qui paye, donc c'est nous. Eh bien, écoutez, que la fameuse diversité dont une certaine partie de la gauche fait son oriflamme. Pourquoi on ne l'a pas à France Télévisions ? Pourquoi on n'a pas... Je vais vous dire, je vous mets au défi. Donnez-moi le nom d'un animateur. Je ne parle pas des gens, ils disent mais on reçoit tout le monde, etc. Un animateur, un Morandini, qui soit libéral, qui soit centre-droit. Je demande qu'on me donne un qui soit ouvertement centre-droit, libéral ou même de droite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être on va me dire où il y en a un ou deux. Mais... la diversité, donnez-nous la diversité. Éric Revel, un dernier mot rapide. Il n'y a pas de diversité à France Télé ? Bon, écoutez, il y a forcément des journalistes qui doivent vivre plus ou moins cachés. Mais vous savez, au-delà de ce biais idéologique, il y a aussi quelque chose de très puissant dans le service public que moi j'ai vécu quand je dirigeais France Bleu. C'est le poids des syndicats. Le poids des syndicats dans le service public. Donc, en fait, si la direction ne veut pas avoir de problème, en fait, il faut mieux avaliser ce que proposent les syndicats que parfois ce que proposent les directions. Moi, je l'ai vécu de cette manière. C'est-à-dire que, d'abord, les propositions que vous faites d'émissions, de modifications de grille, il faut forcément que les syndicats donnent leur aval, sinon ça ne passe pas et vous payez une grève. Et puis, si vous ne voulez pas avoir d'emmerde, vous savez ce que vous faites ? Vous ne proposez pas des choses dont vous savez que ça va évidemment déplaire aux syndicats. Et juste un dernier mot, Jean-Marc, sur cette émission sur Mélenchon. Vous avez raison, il faudra voir quel est le biais, quel est l'angle qui a été pris. Mais là, on voit bien ce qui s'est passé. Vous savez, toutes les émissions, les grandes émissions du service public ou des chaînes de privées, il y en a en magasin. Donc évidemment, là, qu'est-ce que fait Tristan Valex ? Il sort un Mélenchon qui a dû être fait il y a un bout de temps pour le mettre là juste à l'antenne pour dire, voyez, on est super équilibré puisque on fait une émission sur Mélenchon. Mais ça ne trompe personne, ils l'ont pas fait en 2 jours cette émission. Merci beaucoup Éric Revel, merci d'avoir été en direct avec nous. Allez, le pape qui arrive cet après-midi à Marseille, vous allez pouvoir le vivre et on est en direct avec le père Simon de Violet que vous voyez à l'image. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'idée de voir le pape qui arrive à Marseille ? Et pas en France, hein, faut bien le préciser. C'est ce qu'il a dit. Alors, le pape arrive pas en France, mais il vient à Marseille pour une visite un peu apostolique. Donc c'est pas vraiment, c'est un peu particulier comme visite. Il va pas faire une visite officielle, et pourtant le président va venir vers lui et être assez présent pendant ces 2 journées. Mais le plus important pour nous, qui sommes catholiques, c'est surtout effectivement d'accueillir le pape pour ces rencontres méditerranéennes. Donc ce sont des rencontres un peu importantes. C'est la 3e édition. C'est l'occasion de réunir 70 évêques, donc des tas de diocèses. C'est-à-dire tous les acteurs aussi autour de ce thème de la Méditerranée, qui est un thème large et complexe, sur les questions qui vont concerner un peu tous ces acteurs associatifs, politiques, diplomatiques, socio-éducatifs et évidemment religieux. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur cette visite. Je pense qu'elle est très préparée d'ailleurs, très soigneusement par la Conférence des évêques de France et par Marseille et les catholiques présents. Et je pense qu'il y aura aussi de beaux fruits qui vont en sortir, donc on a hâte de voir ça. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez, vous, personnellement, de cette visite ? Vous espérez un message ? On dit beaucoup qu'il va parler des migrants, par exemple. Vous espérez un message là-dessus ?
Alors les migrants va certainement évidemment être un thème important parce que c'est un thème qui est cher au pape. Alors il a choisi le nom de pape François quand même, faut le rappeler, maintenant il y a plus de 10 ans. Et en gros Saint François d'Assise, pour faire très très simple, c'était quand même les pauvres d'un côté et la nature de l'autre et puis l'amour de l'Église. Donc le pape François, c'est un peu son programme depuis le début. Il s'agit un peu de mettre le projecteur sur diverses problématiques de la Méditerranée, mais attention parce que les problématiques sont beaucoup plus larges quand même que simplement la question des migrants, même si on a vu dans l'actualité très récente que c'était un sujet assez prégnant, assez central. Il y a par exemple des problématiques socio-éducatives, je l'ai dit, mais aussi économiques, financières, diplomatiques, écologiques, bien sûr religieuses, de dialogue interreligieux. L'idée, c'est de voir comment est-ce que sur toute cette Méditerranée qui met un peu en rapport ces si nombreux pays tellement différents, on peut avoir un dialogue un peu constructif et essayer de faire avancer par ce coup de projecteur le dialogue et les solutions. Mais mon père, quand je vous écoute, en fait, j'ai le sentiment qu'on va avoir un discours politique, en fait. Parce que ce que vous dites concernant le pape, concernant vos attentes, c'est ce que vous pourriez attendre d'un homme politique. Le pape est un homme politique ? Alors, le pape est chef d'État, mais c'est pas un homme politique. C'est-à-dire que, surtout le pape François, on remarque dans son pontificat qu'il a toujours été très sensible à garder un discours évangélique, avec des thèmes et du vocabulaire surtout biblique, rattaché à la tradition, à l'écriture biblique, finalement judéo-chrétienne, chrétienne évidemment, catholique. Mais son rôle, ça n'est pas de faire de la politique ou de l'idéologie, dont il se méfie beaucoup d'ailleurs. Dans ses prises de parole, on le voit régulièrement. Sa volonté, c'est plutôt, quand on regarde un peu finement son pontificat, de mettre un peu en dialogue les hommes politiques, parce que évidemment dans ces problématiques de migration, mais aussi toutes celles que j'ai évoquées déjà, pour la Méditerranée, on voit bien, et surtout avec la France qui est parfois un peu malmenée politiquement en Afrique ces derniers temps, on voit bien que c'est important d'avoir des acteurs qui vont venir sur le terrain, se déplacer et qui vont permettre de mettre un peu en rapport ces personnes, ces diocèses, ces jeunes particulièrement, qui auront une place importante dans ces rencontres. Mon père, je vais vous provoquer un peu volontairement, mais est-ce que le pape est un homme de gauche ? Alors le pape n'est pas un homme de gauche, je vous l'ai dit, c'est important parce qu'on a toujours un peu envie de simplifier la parole du pape François, on l'entend parler. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un homme de gauche, mais c'est un jésuite qui a vécu en Argentine dans des temps de persécution et de tensions politiques hyper importantes. C'était difficile pour lui, comme responsable politique à cette époque, de ne pas trop s'engager dans un côté ou dans un autre. Et donc, il a dû un peu naviguer par temps de mer un peu forte. Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'il essaie de faire. Donc, il cherche un peu, peut-être, le compromis, ou au moins la parole diplomatique qui mettra un peu tout le monde d'accord. Je ne dirais pas que le pape est un homme de gauche, mais ce qui est sûr, c'est qu'on remarque qu'il plaît un peu aux gens de gauche. Je ne sais pas trop ce que ça nous dit, mais c'est important de se souvenir que c'est un homme universel qui parle à tous les catholiques et au-delà. Mon père, ça nous dit aussi que c'est un homme qui prône l'accueil des migrants, par exemple. Ça, c'est quand même pas mal un discours de gauche. C'est vrai que c'est un peu, alors je mets des guillemets, mais c'est un peu facile d'avoir ce discours-là, parce que c'est clair que c'est un discours humaniste, qu'il est facile d'avoir quand on n'est pas impliqué directement. Alors, avant que n'existe la gauche, il y avait quand même la Bible, si je puis me permettre. Et donc, c'est important de se souvenir que la Bible, dès le judaïsme, elle dit quand même qu'il faut faire l'accueil du migrant, qu'il faut aussi se souvenir qu'Israël a été lui-même migrant. Je rappelle qu'Abraham a été migrant en Égypte. Alors, c'était un migrant qui n'était pas non plus indigent et dans la pauvreté terrible et tout, mais il y a eu des défis. Donc, c'est important aussi de se souvenir de ce qu'a dit Jésus. Donc, c'est très évangélique tout ça. Sur ces questions, on peut trouver de nombreux thèmes sur la migration et sur les devoirs du chrétien de charité, même de charité un peu gratuite, parce que c'est vrai que ça engendre des frustrations certaines. Alors le pape François, sur cette question, dit que pour la migration, et c'est ce que dit toute l'Église d'ailleurs, chacun doit être libre de partir ou de rester. C'est important de rappeler qu'il est pour l'accueil, comme tout chrétien, mais il veut aussi que toutes les migrations soient le fruit d'un choix libre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, il dit que la première liberté est celle de pouvoir vivre sur la terre où on est né, plutôt que d'en être chassé pour diverses causes. André Berkoff, je crois quelque chose à vous dire. Non, je crois simplement que vous avez extrêmement bien défini, mon père, le pape. Il n'est pas de gauche, il est jésuite. Oui. Exactement, et c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron s'entend si bien avec lui d'ailleurs. Oui, c'est presque de la politique ça, mon père. Hein, ce que vous avez fait là. C'est un commentaire personnel. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Juste, puisqu'on parle un petit peu de politique, je voudrais vous faire écouter Clémentine Autain, qui était ce matin chez nos confrères de LCI. Et Clémentine Autain, en fait, a dit que le président de la République n'avait pas sa place au stade Vélodrome samedi pour assister à la messe du pape. On l'écoute et je vous en parle après.
C'est un chef d'État, hein, le pape, donc il vient en France. Moi, je pense d'abord qu'un président de la République n'a pas sa place dans une cérémonie religieuse. Vous dites ça parce qu'Emmanuel Macron ira à la messe demain au Vélodrome. Voilà, je pense que ça, c'est important de le rappeler, surtout dans un moment où il y a beaucoup de leçons qui sont données sur la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, c'est pas le premier président de la République qui va à une cérémonie religieuse, mais je tiens quand même à le dire assez solennellement. Je pense qu'il faut cesser ces ambiguïtés avec la laïcité. Père Simon de Viollet, est-ce que c'est la place du président de la République pour vous demain au Stade Vélodrome pour cette messe ? Alors, d'un point de vue historique, il n'y a vraiment aucune difficulté que je peux analyser là-dessus. Évidemment, je ne suis pas un homme politique, mais je remarque en lisant la presse aussi qu'il y a tous les présidents de la République qui ont été à un moment à la messe dans leur mandat, qui se sont déplacés, parfois qui ont communié. On se souvient de Giscard qui, en 1980, avait été à la messe du pape Jean-Paul II, Jacques Chirac qui avait assisté aussi à les obsèques nationales quand même du président Mitterrand, durant lesquelles il avait communié d'ailleurs. Donc en fait, je pense que c'est un peu difficile de mettre une frontière dans le cœur du président de la République, mais à mon sens, et c'est un avis personnel, je pense que le président de la République peut être à peu près partout, sauf dans les endroits où sa sécurité ou peut-être sa dignité serait atteinte. Quand je vous ai dit que Emmanuel Macron et le pape François avaient des affinités, c'était pas que une remarque personnelle, mais c'était surtout ce que certains journalistes ont remarqué. C'est vrai que tous les deux aiment la contradiction, dont ils peuvent voir un peu des fruits surmontés de temps en temps. Et donc je pense que entre le pape François et Emmanuel Macron, il y a une sorte de complicité, même si elle peut être un peu ambiguë, comme on l'a remarqué aussi. Et donc, ça ne m'étonne pas que Emmanuel Macron se rende à tous ces événements et même en fasse un peu plus que ce qu'on a attendu. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs de CNews qui vous découvrent, mon père. Je rappelle que vous êtes le père Simon de Viollet et vous avez une chaîne YouTube. Et c'est une chaîne qui cartonne en plus. Hein. Bah écoutez, alors c'est très gentil, elle cartonne pas tant que ça, mais enfin, peut-être un peu plus bientôt. C'est une chaîne qui s'appelle Catholand et en fait, sur cette chaîne, j'essaie de produire un peu de contenu, d'abord catéchétique, hein, c'est quand même le prêtre qui parle, mais aussi d'analyser l'actualité. Et c'est vrai que l'actualité est assez brûlante, là on voit ces derniers jours, et je pense que la visite du pape vient dans un contexte particulièrement tendu, ou en tout cas fructueux on va dire, et il y a toujours des occasions d'en discuter, même quand on est prêtre, si évidemment on le fait avec bienveillance et liberté. Merci beaucoup mon père, merci d'avoir été en direct avec nous, merci à tous de nous avoir suivis, la visite du pape c'est à suivre sur CNews bien évidemment jusqu'à demain soir. Dans un instant c'est Thierry Cabane, nous on se retrouve lundi en direct à 10h35 sur CNews, à lundi, et d'ici là, soyez prudents.